Bien, nous allons donc commencer cette 15e conférence de la chaire Valeurs et politique des informations personnelles qui aujourd'hui porte sur les signes de confiance avec l'exemple des labels qui pourraient permettre ou pas, nous le verrons notamment au cours de la table ronde, de procéder à une bonne gestion des données à caractère personnel. Donc, vous avez tous normalement reçu notre exemplaire papier. Et à partir de demain, cet ouvrage sera téléchargeable en format numérique sur le site de la chaire. Alors, nos travaux de recherche ne seraient pas possibles sans nos mécènes. Donc, la chaire va bientôt fêter ses 5 ans. Et aujourd'hui, nous allons donc accueillir 2 nouveaux mécènes qui sont le moteur de recherche Quant et Soprasteria. Et donc, je vais demander à Guillaume Blot de Soprasteria et à André de Quant de nous expliquer. Donc, je vais d'abord me présenter. Je représente Soprasteria ce soir. Je suis Chief Digital and Innovation Officer, c'est comme ça qu'on s'intitule chez nous, et membre du comité exécutif de Sopra Banking Software. Alors, pourquoi nous avons souhaité nous impliquer et soutenir surtout la chaire ? Déjà parce que le groupe Soprasteria, c'est un groupe de 40 000 personnes, a pas mal de membres qui sont passés par l'Institut, et nous étions déjà partenaires de la fondation Mintelecom. Et puis, nous sommes, comme beaucoup d'entreprises, à chercher à nous ouvrir aux écosystèmes innovants, aux centres de recherche, à l'ère de la révolution digitale. Et l'approche, en tout cas quand on a fait ce constat, ce souhait d'ouverture, était d'avoir des relations, mais pas uniquement sous un angle technique ou technologique. Nous cherchions justement à pouvoir appréhender différents axes simultanément, qu'ils soient techniques, qu'ils soient juridiques, économiques. Je dois en oublier philosophique, en plus d'oublier philosophie. Et c'est ça qui nous intéressait. Donc la chaire répondait parfaitement à ces critères et nous avons souhaité nous impliquer en tant que partenaire stratégique de la chaire. Et en plus, à titre personnel, ça me faisait très plaisir parce que je vous connaissais tous dans une ancienne vie et c'était l'occasion de continuer à collaborer ensemble. Merci. Merci Guillaume. André, pour Quant ? Bonjour à tout le monde, je suis André Sambra, je suis tech lead des projets qui mènent sur la vie privée auprès de Quant. Quant, c'est une société qui a été créée en 2013 en France, une société française, ça fait un moteur de recherche. Et maintenant, on vient d'ouvrir un nouveau bureau à Paris qui s'appelle Quant Research. Et grâce à ce nouveau bureau, on a pensé que c'est très important d'avoir un partenariat avec l'Académie à la recherche ici. Et donc, du coup, vu que nous sommes très impliqués dans tout ce qui concerne la vie privée des utilisateurs, on ne traque pas les gens, on ne traque pas les utilisateurs, on n'a aucune donnée sur les utilisateurs. On cherche de mettre en place des nouveaux projets et des solutions qui protègent la vie privée. Et on espère, avec la chaire, de innover dans cet espace-là. Merci. Merci. Donc voilà pour nos nouveaux mécènes qui donc rejoignent l'Imprimerie nationale, BNP Paribas, Orange, Dassault Systèmes, ainsi que la CNIL et la DINSIC. Et également, entre autres, la nouvelle collaboration au sein de cette chaire, nous avons ici à Télécom Paris Tech une nouvelle chaire qui est consacrée aux véhicules connectés. Donc les 4 premiers axes sont très techniques et le 5e axe est consacré à la protection des données personnelles dans les voitures connectées, voitures autonomes au sens large. Et donc nous sommes en train de construire un pont entre cette chaire sur les véhicules connectés et la chaire Valeurs et politique des informations personnelles qui nous fera un beau cas pratique, le cas pratique des voitures. Donc passons maintenant à la présentation de notre ouvrage. Donc au sein de notre chaire, nous avons 5 axes de recherche. Comme vous le savez, certainement, notre premier ouvrage était consacré à notre axe 1 qui portait sur les identités numériques. Donc cet ouvrage est toujours téléchargeable à partir du site de la chaire si vous souhaitez le lire. Et puis notre second ouvrage donc, que nous présentons aujourd'hui, qui porte sur les signes de confiance, lui va plutôt s'intéresser à l'axe 2 qui porte sur la gestion des informations personnelles et notamment, grand sujet en ce moment, la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données, dont il sera beaucoup question aujourd'hui, le RGPD. Également, donc, ce livre s'insère dans tout ce qui est notre axe 3 sur les traces
laissées par les utilisateurs et leur contribution. Et notamment dans le livre, vous verrez, on s'est interrogé sur la façon dont les utilisateurs pourraient peut-être noter certains services et contribuer donc à peut-être de nouvelles formes de labels, en tout cas de nouvelles formes de notation en ce qui concerne l'utilisation de leurs données personnelles. Et puis enfin, notre axe 5 qui est un axe transversal qui porte sur les politiques des informations personnelles. Et nous reviendrons sur cette question, notamment lors de la table ronde. Alors pour commencer, présentation de notre ouvrage. L'ouvrage, comme le premier ouvrage sur les identités numériques, l'objectif, c'est un ouvrage pluridisciplinaire. La pluridisciplinarité, c'est vraiment la marque de fabrique de cette chaire. Donc nous l'avons écrit, on va dire, à principalement 4 disciplines. Et donc, il faut que chaque discipline puisse se comprendre. Et donc, on a aussi fait un travail de vulgarisation. Parce que pour ma part, c'est assez compliqué de comprendre les économistes et les philosophes, par exemple. Et je pense que pour eux, le droit, c'est aussi difficile. Donc, l'idée, c'est que qu'un utilisateur un petit peu averti, mais pas trop, puisse aussi lire notre ouvrage. Et donc, le questionnement, en fait, s'est fait lors d'un atelier, il y a déjà plus de 3 ans, avec nos partenaires, où on est parti du constat que, côté entreprise, du côté de nos partenaires, il était difficile de rassurer l'utilisateur, le client, et très difficile, en fait, de prouver la bonne foi de l'entreprise vis-à-vis d'une bonne gestion des données personnelles des utilisateurs, et donc d'apporter des garanties compréhensibles du grand public au sens large. Et puis, côté citoyen, nous sommes vraiment des activistes de la vie privée. Et nous-mêmes, nous avons parfois des difficultés à choisir quel logiciel on va utiliser, est-ce qu'il protège ou pas mes données personnelles. Donc, on a aussi constaté une quasi-absence de signes de confiance pour choisir un prestataire de service en fonction de ces critères. Et d'ailleurs, et pour autant, ce qui est assez paradoxal, les utilisateurs, et ça a été démontré lors de notre enquête qu'on a menée avec Médiamétrie et qu'on a publiée en juin, c'est que 76% des internautes qui ont été interrogés par Médiamétrie estiment que la présence d'un label de protection des données aurait une influence sur leurs habitudes de navigation ou d'achat. À partir donc de ce questionnement, on s'est dit comment susciter la confiance. Mais d'abord, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que la confiance? Et là, on a eu quelques difficultés. Donc, on est allé voir chacun dans nos disciplines pour savoir, enfin, non pas définir, mais en tout cas essayer de cerner cette notion de confiance. Alors, je commencerai par le droit puisque je suis juriste. Donc, en droit, ce que vous trouverez dans le chapitre 2 de cet ouvrage, j'ai été très surprise de constater qu'en fait, nous n'avions pas de définition de la confiance, en tout cas dans nos textes. On a bien une loi sur la confiance dans l'économie numérique, notamment de 2004, elle ne définit pas ce qu'est la confiance. Donc, il faut qu'on aille voir, nous, en tant que juristes, dans la doctrine, notamment, pour voir qu'en fait, d'abord, la confiance est définie par rapport à une personne. Et là, le droit, en fait, va intervenir pour mettre certaines obligations à charge d'une partie. Et en imposant ces obligations, il va protéger la partie faible. Par exemple, on va avoir une obligation de loyauté pour le salarié, et le salarié va devoir agir de manière loyale envers son employeur, et c'est ainsi qu'on va pouvoir assurer la confiance de l'employeur. Par exemple, également, le droit impose un devoir de fidélité dans le cadre du mariage. C'est un autre exemple qui peut prêter à sourire. Donc, l'objectif ici étant que ce devoir de fidélité va pouvoir créer de la confiance au sein du couple. Petit exemple. Voilà. Et vous avez comme ça pas mal d'exemples où le droit va intervenir vraiment pour protéger la partie faible. Et donc, la confiance, c'est aussi l'action de se fier à autrui. Et on peut constater aussi qu'on a de plus en plus de lois qui vont recourir à des tiers, notamment en droit de la santé. Le patient peut désigner une personne de confiance. Mais aussi, la confiance en droit, c'est aussi créer de la confiance à l'égard des entreprises. Et là, on va se situer plutôt dans le cadre de la régulation de marché. Et on va vouloir susciter la confiance pour pouvoir favoriser les échanges économiques. Et le but ici, en fait, de l'intervention juridique, c'est de produire une expérience rassurante, voire, et on en reparlera tout à l'heure avec Armen, pallier l'insuffisance construction du lien social, notamment dans le cadre de numérique, où les échanges se font à distance. On connaît de moins en moins les personnes avec lesquelles on communique, du coup, en tout cas, on les connaît de moins en moins physiquement. Le droit, là, va intervenir. Va, par exemple, mettre des obligations de sécurité pour assurer la sécurité des données personnelles et va, par exemple, mettre des obligations d'information, de transparence. Et je pense notamment là à nouvelles obligations en ce qui concerne la loyauté des plateformes numériques. Et en rassurant, en informant,
on cherche à vraiment créer de la confiance. Alors en faisant ça, on s'aperçoit en fait que en matière juridique, il faut aussi reconsidérer la manière dont le droit va mettre en œuvre cette confiance. Cette confiance, elle peut certes être créée par ce que nous, juristes, nous appelons le droit dur. Il y a des instruments connus tels que la loi, qui va être adoptée par le législateur sur des procédures, on va dire, qui prennent un petit peu de temps. Le GDPR, il a fallu 5 ans pour l'adopter. Et donc l'idée, c'est tout en conservant ce droit dur, de décliner ce droit dur à travers des instruments que l'on appelle de droit souple, qui vont permettre d'adapter ce droit dur à la fois aux spécificités des secteurs, aux spécificités du numérique. Et là, typiquement en matière de données personnelles, on voit la structure qui apparaît. On a une loi informatique et liberté ou un règlement sur les données personnelles que l'on va décliner. Ça va prendre des formes de lignes directrices des CNIL européennes, des formes de codes de bonne conduite. Et bien entendu, ça va prendre la forme de labels, notamment. Donc ce droit souple, il est relais du droit dur. Il ne faut pas voir d'un côté le droit dur, d'un côté le droit souple. C'est un continuum. Et on va mobiliser certains instruments pour pouvoir arriver en fait, à créer de la confiance à travers ces différents instruments. Donc ça, c'est le chapitre 2 de notre ouvrage. Et puis, de nombreux autres chapitres sont consacrés donc, à cet exemple de droit souple qui est le label en matière de données personnelles. Alors, le label, on a eu beaucoup de mal à le définir. Nous, on le conçoit comme un signe extérieur de confiance, et c'est peut-être ce qui peut le distinguer de la certification. La certification peut être aussi un signe extérieur, mais pas forcément. On pourra y venir lors de la table ronde. Le label, c'est vraiment une entreprise, pour différentes raisons, on y reviendra, qui veut vraiment envoyer un signe de confiance vers l'extérieur pour créer cette confiance. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la réflexion, c'est au départ, il y a 3 ans, il n'y a pas de label, on ne les connaît pas. Donc, on a commencé par essayer de répertorier les labels, et quelle ne fut pas notre surprise, en fait, il y en a énormément. On s'est arrêté à une centaine de labels, mais il y en a beaucoup plus. Donc 75 en Europe, on est allé voir ce qui se passe en France, et notamment en Allemagne, qui ont vraiment une culture, une tradition en la matière, beaucoup de schémas de certification, beaucoup de propositions. En Italie également, on est allé voir un petit peu aussi ce qui se passe aux États-Unis. Alors là, on n'a pas du tout cherché à être exhaustif. L'idée, c'était d'avoir un panorama général. C'est des labels dans des secteurs divers et variés, qui se multiplient parce qu'on est quand même dans un marché, on n'aime pas un marché de la confiance, mais en tout cas un marché des prestataires de services de certification qui est en train de se créer. Alors dans quelle direction, on le verra lors de la table ronde. Et en matière de données personnelles, ces labels s'adressent essentiellement à des processus, à des produits, mais aussi à des services, des formations ou de l'audit en matière de données personnelles. Alors si je schématise principalement, en matière de données personnelles, l'objectif des labels, ça va être, et là c'est notre chapitre 6, des labels qui vont viser à prouver la conformité par rapport à un cadre réglementaire ou qui vont aller un petit peu au-delà de ce cadre réglementaire. Typiquement, le label gouvernance informatique et liberté de la CNIL impose d'avoir un délégué à la protection des données. Ce délégué n'est pas obligatoire dans tous les cas, enfin le correspondant informatique et liberté n'est pas obligatoire dans tous les cas dans la loi informatique et liberté. Donc ces labels qui mettent en œuvre le cadre réglementaire et au-delà, c'est typiquement les labels qui sont délivrés par la CNIL, ou un label qui se veut vraiment un label d'excellence, qui est le label Europrice, qui est un label européen, créé à partir d'un projet de la Commission européenne, enfin financé par la Commission européenne. Vraiment, Europrice, label d'excellence que je détaille dans l'ouvrage, avec énormément de critères. On se dirait, ben oui, très bien, ça va vraiment rassurer l'utilisateur. Sauf que bien, ce n'est pas si simple que ça. Ce label, il a un coût qui est assez astronomique si on veut vraiment bien faire les choses. Et puis, du coup, il n'a pas pu se développer. Vous verrez dans le chapitre 6 quelles en sont principalement les raisons. Deuxième façon, pourquoi une entreprise souhaite aller vers des labels, et là on quitte le domaine de la conformité, du juridique, eh bien c'est pour susciter la crédibilité de l'entreprise. Et là on se situe plus dans une démarche de communication, une démarche de marketing. L'entreprise choisit cet instrument du label pour communiquer sur le fait qu'elle traite d'une certaine manière les données à caractère personnel. Et elle va choisir sur quoi elle communique. Par exemple, elle peut choisir que dans son domaine à elle, dans sa spécificité, ça peut peut-être être un atout commercial de dire que les données sont hébergées dans tel ou tel pays. C'est un choix, le label, dans ce cadre-là, pour susciter la crédibilité. D'autres entreprises vont choisir d'autres signes extérieurs de confiance, vont par exemple faire une charte, comme le Crédit Agricole, vont essayer peut-être de créer un écosystème de confiance, comme Orange,
ou d'autres possibilités. Et le label va être un choix de signe extérieur de confiance, mais qui a ses avantages, puisque le label ne va pas être uniquement quelque chose de déclaratif. On va avoir ensuite un schéma de certification, de labellisation, qui va amener autre chose que du déclaratif. Alors le règlement sur les protections des données personnelles qui arrive le 25 mai 2018, dans ce cadre-là, il lui aussi s'intéresse à cette question des labels, et il va concevoir le label comme un outil facultatif. Il n'est donc pas obligatoire dans le cadre du règlement. C'est un outil parmi d'autres outils qui va s'inscrire dans la logique de démonstration de conformité au règlement. Donc dans le cadre de cette nouvelle obligation de responsabilité, de accountability qui est dans le règlement. Et là, il va s'adresser le label à la fois aux consommateurs en B2C, mais aussi il va être utilisé, on discutera beaucoup lors de la table ronde, en B2B. Une entreprise qui souhaite recourir à un sous-traitant va peut-être chercher à demander à ce sous-traitant de se faire certifier, de se faire labelliser pour lui prouver que les données qui sont envoyées sont traitées conformément aux obligations du règlement. La question après, comme il y a de nombreuses options ouvertes par le règlement, est-ce qu'il faut réguler ce marché de la certification et comment? On le verra lors de la table ronde en détail. Donc maintenant, je vais passer la parole à Patrick qui va nous exposer comment l'économiste conçoit la confiance. Bonjour à toutes et à toutes. Alors, la confiance en économie, c'est quelque chose qui est assez bien défini. Hein. C'est lié au risque que l'on encourt dans une transaction marchande. Voilà. Alors, quels sont ces risques? Ces risques, ils sont très très nombreux, évidemment. Il y a plein de choses qui peuvent mal se passer dans une transaction marchande. Il y a des banquiers dans la salle, donc ils savent très bien qu'il y a des choses qui peuvent se passer qu'on n'avait pas anticipé. On peut résumer néanmoins la plupart de ces risques à des risques informationnels, c'est-à-dire des risques liés au fait qu'on ne comprend pas bien l'environnement informationnel dans lequel on est. Alors, je vais m'expliquer. Le point de départ, ça va être une notion très importante en économie, c'est la notion d'asymétrie d'information. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont plus d'informations, des agents économiques, hein, qui ont plus d'informations que d'autres. Et que vont faire les gens pour essayer de faire le tri entre les gens, puisqu'on n'a pas d'informations sur qui est vraiment qui et comment ils vont se comporter dans la transaction marchande? On ne va pas pouvoir tous les interroger directement, donc on va chercher des signaux. Et c'est de là que vient, pour moi, le titre du livre, c'est qu'on a besoin, dans un environnement informationnel imparfait, d'extraire un signal pour essayer d'évaluer le risque qu'on va prendre dans une transaction marchande. Alors un signal, tout le monde le sait, le signal, ça peut être, c'est pas la vérité. Le signal, c'est un signal parmi d'autres. C'est quelque chose qui peut être déformé. Il y a du bruit. Ça peut être manipulé. On va le voir, hein, ça va être quelque chose d'important. Et donc ça va être le point de départ. Alors pour vous expliquer ce concept, je vous propose de prendre l'exemple des lemons d'Akerlof. Alors ceux qui ont déjà suivi un cours de microéconomie savent de quoi je parle. Les lemons, c'est les voitures qu'on achète sur un marché d'occasion. C'est la voiture qu'on achète et puis elle fait 500 km et puis elle tombe en panne. Donc, et on s'est fait avoir. Et donc le résultat d'Akerlof sur ces marchés-là, il est très très fort parce que donc, déjà il a reçu un prix Nobel pour ce travail. Donc la communauté accepte que c'est une idée importante. Il va montrer que dans un environnement d'asymétrie d'information, donc d'information imparfaite, eh bien, quand le marché va se développer, il y a un risque que le marché s'effondre. Donc c'est un cas très grave en économie parce qu'en général, on est d'accord pour dire, la plupart des économistes sont d'accord pour dire, bon, bien sûr, il y a des imperfections de marché, il faut réguler, mais en gros, on est d'accord pour dire que dans la plupart des cas, le marché, il va résoudre beaucoup de problèmes à lui tout seul et on n'a pas besoin systématiquement d'intervenir. Ça, c'est un cas dans lequel le marché ne va pas se suffire à lui-même et il y a un risque que le marché s'effondre. Alors, quelle est son histoire? Eh bien, vous allez chez un concessionnaire, il vous vend des voitures d'occasion, et puis il y a des voitures de bonne qualité, des voitures de mauvaise qualité. Puis vous n'êtes pas capable de faire la différence parce que vous n'êtes pas expert en automobile ou en mécanique, et vous voyez la qualité moyenne, vous êtes capable d'évaluer une qualité moyenne. Qu'est-ce qui se passe si ce marché se développe? Il y a de plus en plus de gens qui vont venir sur ce marché d'occasion. Qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont commencer à baisser. Les prix moyens vont commencer à baisser parce qu'il y a plus de vendeurs qui vont mettre en vente leur voiture et les prix vont commencer à baisser. Mais il va y avoir un seuil à partir duquel le prix va baisser au-dessous d'un point tel que les vendeurs de voitures de bonne qualité
ben, ils ne vont plus y retrouver leur compte. Le prix est trop bas par rapport à la qualité de la voiture. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, ben, moi, je ne vends plus ma voiture sur ce marché-là, puisque de toute façon, le prix va être trop faible. Et ils se retirent du marché. Qu'est-ce qui se passe après? Ben, les consommateurs vont anticiper que en fait, sur ce marché, les vendeurs de bonne qualité sont plus présents. Et donc, ils anticipent qu'en fait, il n'y a plus que des voitures de mauvaise qualité, les fameux lemons. Et donc, le marché s'effondre. Dans la réalité, bon, c'est un exemple théorique, mais dans la réalité, c'est vrai. Si vous allez sur un marché d'occasion dans le monde physique, il n'y a pas beaucoup d'enchères. Enfin, il y a des enchères, mais ce n'est pas des marchés très développés. Bon, bien sûr, il y a des marchés d'expertise comme Sotheby's ou Christie's, où vous pouvez acheter des œuvres d'art d'occasion, et puis il y a un expert qui va certifier, mais c'est des tout petits marchés. Le paradoxe des lemons que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ce qui se passe sur Internet, c'est l'inverse. C'est eBay, le business model de eBay au départ, c'était de vendre des produits d'occasion. Alors pourquoi est-ce que ça marche pas? Pourquoi ça marche pas dans le monde physique et pourquoi ça marche dans le monde numérique? Parce que eBay, c'est quand même un des top 15, je crois, des visiteurs, des sites les plus visités en France et dans le monde. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui marche bien. Alors pourquoi est-ce que ça marche pas dans le monde physique et pourquoi est-ce que ça marche dans le monde numérique? Parce qu'ils ont développé un système de confiance, un système de réputation, où les gens notent les transactions et notent le vendeur. Et c'est ça qui est utilisé comme un signal pour juger de la qualité, de la fiabilité de la transaction et du risque que l'on encourt lorsqu'on fait une transaction. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que cette forme de confiance, c'est une confiance décentralisée. C'est très différent de ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de label. C'est une forme de certification centralisée. C'est un expert qui va vous dire « je pense qu'il a atteint un certain seuil de qualité, et donc je lui mets un petit tampon ou un petit cachet ou un petit signal, un petit label rouge, et puis voilà, tout le monde est content ». C'est très différent. D'ailleurs, ce ne serait pas possible sur eBay de faire un système centralisé parce qu'il y a des centaines de milliers de vendeurs. Comment est-ce qu'un expert pourrait noter des centaines de milliers de vendeurs? Ce n'est pas possible. Et donc, on voit que dans ce contexte, il y a plusieurs formes de confiance. Il peut y avoir une forme de confiance centralisée par un expert, une forme de confiance décentralisée par un système de notation développé par des consommateurs eux-mêmes. Et puis, la dernière forme qu'on va voir aujourd'hui, c'est la confiance générée par la technologie. D'accord? Et donc, on va voir ces différents cas. Alors, que se passe-t-il dans le numérique aujourd'hui? Donc, le point de départ, il est assez positif. On dit, oui, aujourd'hui, on est capable, grâce à ces systèmes de notation, de faire le tri entre les bons et les mauvais vendeurs. Et donc, ça génère de la confiance. Et c'est pour ça que voilà, les gens achètent et vendent sur eBay et font du commerce électronique. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Donc, si on revient sur la notion de risque et des problèmes d'asymétrie d'information, on a un risque lié à la transaction, c'est celui que je viens d'évoquer. Okay, on ne sait pas avec qui on fait la transaction, on ne sait pas s'il va envoyer le paquet rapidement, il y a plein d'incertitudes. Et ça, c'est un risque individuel au niveau de la transaction. Mais il y a un autre risque. Il y a un risque que même si tout se passe bien, la transaction se passe bien, et puis finalement, il y a quand même un tout petit problème, le paiement ne se passe pas bien, ou le paquet arrive, ce n'est pas la bonne couleur de l'objet. Voilà, il peut y avoir un petit risque comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est une transaction de gré à gré, il faut commencer à faire des poursuites judiciaires. C'est très, très coûteux d'un point de vue économique. Donc, personne ne va le faire. Quel est l'intérêt de eBay et de PayPal? PayPal, ce n'est pas juste un moyen de paiement électronique. PayPal aussi, ils offrent une assurance. D'accord? Si quelque chose ne se passe pas bien, vous allez voir PayPal et il va vous rembourser, puis il va taper avec un bâton sur le vendeur et ils vont essayer de rétablir la situation. Ce qui est important, c'est cette forme de risque-là, elle est différente. Ce n'est pas le risque au niveau de la transaction, c'est le risque au niveau institutionnel. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir, en plus de la confiance dans la transaction, on a besoin d'avoir des institutions fortes qui garantissent que si jamais il y a quelque chose qui se passe mal, on a un mécanisme punitif. On peut donner une mauvaise note, on peut faire appel à PayPal, et ça génère énormément de confiance aussi. Et donc, on va avoir ces deux composantes en économie fondamentale de la confiance, liées au risque dans la transaction et au risque dans le système. Et on va revenir là-dessus dans la partie liée aux enjeux philosophiques de la confiance. Alors, quel est l'impact du numérique là-dessus? Sur ces deux concepts, il est relativement négatif, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est les gens disent qu'on est dans la black box society. On ne sait plus ce que les gens font de nos données. On a un niveau d'incertitude très important sur la manière dont les gens utilisent et réutilisent, parce que sur le retargeting de publicité, c'est bien ça, c'est bien, on réutilise des données, et parfois avec un consentement, parfois sans consentement. On a un niveau d'incertitude assez élevé maintenant aujourd'hui sur les risques finalement qui peuvent arriver suite à l'utilisation abusive de données. Qu'en est-il du deuxième point? Est-ce qu'aujourd'hui on a un mécanisme punitif si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas? Non.
Aujourd'hui, on est face à des géants du numérique, Apple, Google, Facebook, et puis si jamais Google vous met vous sort une fake news, voilà, ça vous concerne, mais malheureusement, voilà, c'était faux. Vous n'avez pas beaucoup de recours. Vous avez un recours, vous pouvez y aller, mais ça va être très coûteux de nouveau pour vous. Et donc, en fait, la conclusion, en tout cas moi, à laquelle j'arrive aujourd'hui, c'est que le numérique va plutôt faire baisser la confiance à travers ces deux mécanismes, à la fois au niveau de la transaction individuelle et au niveau du système. Alors, j'explique ça évidemment dans le chapitre 3 du livre. Et bien sûr, il y a un message positif. Donc, vous avez bien compris qu'il n'y a pas que d'un message négatif. Le message positif, c'est que si on donne les outils de contrôle qui permettent aux utilisateurs de s'approprier leur propre protection, c'est-à-dire des extensions de navigateurs web qui vont bloquer certaines utilisations de données, des choses qui ont bloqué la publicité, voilà, des choses qui permettent de contrôler les paramètres de la protection de la vie privée sur les réseaux sociaux. Ça, on a démontré dans une étude qu'on a présentée l'année dernière, qu'on a réalisée en collaboration avec Mediametrics. En fait, les gens qui se protègent le plus, c'est-à-dire qui s'approprient le plus ces outils de protection, en fait, c'est ceux qui dépensent le plus sur Internet. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. On dirait, mais attendez, s'ils se protègent plus, ça veut dire qu'ils dépensent rien. Mais non, ils se protègent plus, donc ils ont plus confiance, et donc ils achètent plus. Donc voilà, c'est un petit. Alors on montre aussi, donc dans le chapitre 9 et dans le chapitre 10, on montre également que les labels, donc un système de confiance centralisé, a un effet significatif, positif sur le prix de vente et sur les quantités. Donc ça, c'est la plupart des études économiques le montrent. Alors il n'y a pas beaucoup d'études dans le cas particulier des labels de protection des données personnelles, mais dans la plupart des labels qui existent, et en particulier dans la littérature, ce que je vous ai cité sur eBay, toutes les études montrent que ces systèmes de notation de confiance décentralisés fonctionnent et permettent de générer des transactions. Ceci étant dit, je termine quand même sur un petit point d'interrogation, c'est qu'on sait qu'il y a des effets de confusion aussi. C'est-à-dire que si on commence à multiplier trop le nombre de labels et de marques de confiance et de signes de confiance, certainement le consommateur ne s'y retrouve plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut faire attention. On le souligne, ce point, dans le livre, à plusieurs endroits. On a également un petit schéma, je ne vais pas avoir le temps de le commenter, mais en gros, ce schéma dit simplement que comme en fait, le label, c'est un problème dynamique, un label, ça certifie à un moment donné, mais en fait, les gens peuvent modifier leur politique de protection de la vie privée à différents moments dans le temps. Et donc, on n'est pas toujours sûr en fait, qu'à un moment T, plus 2, par exemple, on est bien au niveau de certification qui était assuré par le label. Un autre petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est difficile de trouver de financer en fait la certification. Ça, je discute assez longuement dans le chapitre 9. On peut soit développer un label privé, avec les problèmes que ça pose de clientélisme, parce que moi, si je fais un label privé et que vous êtes mes clients, forcément, moi, je suis intéressé par votre argent, donc je ne vais pas forcément avoir intérêt à vous chasser de mon écosystème. Et en plus, après, la question qui se pose, c'est quel est le niveau de certification que je dois développer? Quel est le niveau de qualité minimum que je dois garantir? Et ça, c'est des questions qui ne sont pas du tout évidentes. S'il s'agit d'un label public gratuit, là, il se pose aussi la question, évidemment, du financement, parce que là, il n'y a pas de rentrée d'argent, donc il faut trouver un autre moyen de financer le label. Merci. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je vais vous parler de la technologie. Et donc, en fait, nous aussi, on regarde la confiance d'un point de vue gestion du risque. Donc, quand on veut s'assurer un certain niveau de confiance, ce qu'on veut, c'est diminuer autant que possible les risques. Et donc, en fait, il y a le chapitre 4 du livre qui traite de ce point, et en particulier qui traite de la qualification du risque. Alors, on a identifié deux approches. La première approche, c'est une approche top-down assez classique que bon nombre de personnes connaissent dans la sécurité des systèmes d'information en particulier. Donc, c'est la certification par une autorité agréée. En fait, plus exactement, donc, si on se réfère à ce qui se passe en France, donc on a l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui va agréer des organismes de certification, qui va lui-même certifier des prestataires de services ou certifier des produits.
et ceci avec plusieurs niveaux de qualification. Donc c'est ce qui apparaît d'ailleurs dans le tableau. Ici, vous en avez un résumé, ce que vous aurez également dans le livre. Et puis, il y a une deuxième approche qui m'a semblé aussi intéressante de présenter, qui est basée sur l'établissement d'un score, sachant que pour avoir une certaine crédibilité dans ce score, eh bien, il va falloir s'appuyer sur un très grand nombre de trusts, donc sur un très grand nombre d'informations disponibles dans un système d'information. Ce score, en fait, c'est ni plus ni moins que la mesure d'un écart entre une référence, une norme, ce que j'appelle en fait dans le livre un comportement de référence, et puis un comportement qu'on a besoin d'évaluer, donc qui est en cours d'évaluation. Et donc en fait, ce qui m'apparaît intéressant dans l'ouvrage, c'est que on en est venu à se questionner sur, en tout cas il y avait deux questions importantes qui se posaient. La première, c'était d'abord qui établit ce score ? Et la deuxième question, c'était qui établit la norme ? Et en répondant à ces questions, on s'est aperçu qu'il y avait tout un éventail finalement d'approches qui étaient utilisées aujourd'hui, ou en tout cas qui pouvaient être utilisées de façon plus ou moins, on va dire, avec une éthique plus ou moins à discuter. Et donc, en fait, la toute première exemple que je pourrais vous donner, c'est le système de notation. Donc, c'est ce qu'on trouve classiquement, un système de réputation, où typiquement un individu va noter un certain service. Donc, ça peut être un restaurant, donc si on sort un petit peu du domaine du numérique, mais ça peut être un vendeur en ligne, donc ça peut être tout un tas de choses. Et sur quoi se base son référentiel à lui ? Eh bien, son référentiel, c'est par rapport à la qualité qu'il attend du service. D'accord ? Donc c'est par rapport à cette qualité-là. Un deuxième exemple que je pourrais vous donner, c'est on a envie d'améliorer un service d'authentification et pour ce faire, on a besoin de mesurer l'écart, donc au moment d'authentification, entre le comportement habituel d'un individu, donc qui est caractérisé par un certain nombre de traces qu'il a pu laisser, un historique d'habitude, et puis le comportement de l'individu au moment où il fait sa session d'authentification. Ça, c'est le deuxième exemple. Mais on peut avoir aussi d'autres exemples un petit peu moins reluisants, enfin, disons, qui prêtent plus à discussion. Et en particulier, imaginons un État, par exemple, qui définit une norme, donc qui définit typiquement un comportement de bon citoyen et qui voudrait évaluer chaque citoyen en fonction de l'écart qui le distingue de ce comportement bon citoyen. Donc on voit en fait toute la panoplie des possibles par rapport à sa mesure de score, sachant que dans certains cas, ça va être un humain qui va effectuer cette évaluation, et dans d'autres cas, ce seront des algorithmes. D'accord ? Et en ce moment, les algorithmes, il y en a énormément. Il y a une autre question qu'on s'est posée aussi dans l'ouvrage, c'était dans quelle mesure la technologie peut susciter la confiance ou pas ? D'accord. Et pour ce faire, on a vraiment traité la blockchain, parce que c'était une technologie qui commençait, au moment en tout cas où on a commencé à rédiger, elle prenait beaucoup de place. Et donc on s'est interrogé sur la blockchain. Alors, dans le chapitre 11, donc vous verrez, il y a toute une description sur le fonctionnement de la blockchain, en essayant de rester, encore une fois, assez léger sur les aspects techniques, parce que ce n'est pas l'objet de l'ouvrage, c'est vraiment de faire du multidisciplinaire, que ce soit compréhensible pour le plus grand nombre. Mais typiquement, comment on pourrait très simplement définir la blockchain ? Eh bien, c'est un gros livre de comptes. En fait, un gros livre de comptes qui est... Alors, plus ou moins accessible, ça dépend du type de blockchain. Ici, en fait, essentiellement, je ne parlerai que de la blockchain publique. Et dans ce cas-là, eh bien, ce gros livre de comptes, il est accessible et auditable par tous. D'accord ? Puisqu'en fait, il s'appuie sur des ressources informatiques qui sont disponibles de façon complètement distribuée de par le monde. Et ces ressources informatiques adhèrent finalement à un fonctionnement de blockchain. C'est-à-dire qu'elle va venir participer, ces ressources vont venir participer au fonctionnement même de la blockchain, c'est-à-dire qu'ils vont venir participer à la gouvernance, d'accord ? En adoptant finalement le logiciel qui est présenté comme, disons, pour faire partie de la blockchain, il faut adopter ce logiciel, on adopte toutes les règles de gouvernance qui vont avec. Et que font ces ressources ? Eh bien, elles vont décider si une transaction est considérée comme valide ou pas.
Donc il y a aussi un processus comme ça qui va se faire et qui va permettre de décider si une transaction mérite, en tout cas, a la possibilité d'être enregistrée ou pas dans la blockchain. Et puis une autre contribution de la part de ces ressources, c'est d'enregistrer l'ensemble de la blockchain. Donc depuis le tout premier bloc de la toute première transaction jusqu'à les transactions les plus récentes, eh bien, il faut enregistrer ce gros livre de compte. Et là, en fait, on va s'appuyer sur la duplication sur un très très grand nombre de ressources de ce gros livre de compte pour s'assurer que finalement, si quelqu'un veut altérer ce livre de compte, il sera extrêmement difficile de le faire puisqu'il faudra à ce moment-là s'attaquer à l'ensemble des duplications. Alors, on s'est interrogé sur est-ce que c'est vraiment une technologie de confiance. Donc, on a énuméré quels sont les concepts, sur quoi ça repose. Tout d'abord, comme je vous l'ai expliqué, c'est une architecture décentralisée. Donc là, les ressources informatiques qui participent et qui sont disséminées de par le monde, clairement, voilà, ça participe à cette architecture décentralisée. Et ça participe aussi à la neutralité de la gouvernance, puisque tout repose sur le principe de consensus. D'accord ? Il faut qu'il y ait une majorité qui adhère à un changement de règles de gouvernance pour que ces règles deviennent opérantes. D'accord ? Il faut également qu'une majorité adhère pour que de nouvelles transactions soient enregistrées. Voilà. La transparence aussi, c'est un principe fort de la blockchain. Les algorithmes donc, sont tous lisibles. Le code qu'on doit adopter pour participer à la blockchain, il est lisible par tous. D'accord ? Donc ça crée aussi de la transparence. Le fait que les transactions soient également lisibles de tous participe à un système qui est complètement auditable, donc qui donne confiance. D'accord ? Et puis les technologies qui sont sous-jacentes, qui sont vraiment utilisées, sont sûres. Elles sont sûres pourquoi ? Donc, en fait, elles permettent de mettre en place une chaîne de transactions qui va être rigide et inaltérable. Donc, c'est un principe de base. Les transactions, elles sont émises par des clients de la blockchain. Donc, ils sont identifiables dans la mesure où c'est un pseudo, finalement, qui a émis cette transaction-là précisément dans la blockchain. D'accord ? Et un niveau de sécurité qui est adaptatif, c'est-à-dire avec l'évolution des technologies, l'évolution des puissances de calcul, clairement, de temps en temps, il faut revoir le niveau de sécurité pour garantir, encore une fois, l'intégrité de la chaîne. D'accord ? Et puis, il y a des éléments de questionnement. C'est-à-dire là, tout ce dont je vous ai parlé, finalement, ce sont les concepts sur lesquels on vient s'appuyer. Et après, il y a la réalité. Comment ça marche aujourd'hui ? Eh bien, on se rend compte qu'une blockchain peut être tout à fait vulnérable à une attaque des 51%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a un regroupement d'organismes, d'accord, qui s'allient et qui détiennent plus de 51% de la puissance de calcul de la blockchain, eh bien, ça va pouvoir remettre en cause un certain nombre de concepts forts, comme la neutralité. D'accord ? On va pouvoir décider, ces organismes vont pouvoir décider finalement de quelles transactions j'ai envie d'enregistrer dans la blockchain et quelles autres je vais laisser de côté. Enfin, jusqu'à un certain point. Hein. D'accord ? On a un risque aussi, c'est un moment, si on a envie de changer les règles de gouvernance, eh bien, il va falloir qu'il y ait, alors si ces règles ne sont pas compatibles avec les précédentes, il va falloir qu'il y ait une très grande majorité des participants qui adhèrent à ces nouvelles règles. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on entend par hard fork. D'accord ? Et si la majorité n'adhère pas, ça veut dire qu'il y a un risque de dédoublement d'une blockchain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la blockchain se sépare en deux et chacune continue sa vie. Mais ça va avoir une perte. Donc la blockchain initiale va perdre en crédibilité. Il risque d'y avoir une dévaluation aussi de la crypto-monnaie. Donc il y a tout un tas de risques aussi qui résultent de ça. La rétention de transactions, également, c'est une possibilité. Et puis, on voit bien, toutes ces transactions, elles sont protégées par un pseudonyme. Donc ça donne aussi la latitude. En tout cas, il y a clairement du blanchiment d'argent qui est effectué au travers de ces blockchains. Et donc, au travers de ce pseudonymat, au travers de la possibilité qu'on a d'avoir une multitude de comptes blockchain, eh bien, ça devient beaucoup plus difficile de pouvoir tracer les flux d'argent. Et donc, ça a la possibilité de faire du blanchiment d'argent. Et puis, le dernier point, ce sont les erreurs de programmation humaine qui viennent aussi entacher parfois une blockchain. Et ce qui résulte parfois
par des entreprises qui ont envie d'effacer un certain nombre de blocs, les toutes dernières transactions, donc de remonter le temps et de dire que certaines transactions n'ont pas pu avoir lieu, histoire d'effacer finalement les gros manques qui résultent de ces erreurs de programmation. Et donc là, on voit que du coup, c'est le caractère inaltérable de la blockchain qui est complètement remis en cause. Donc tout ça, c'était pour vous dire, parce que c'est mon dernier transparent, c'est pour vous dire que la technologie met en œuvre un certain nombre de concepts, elle est elle est forte dans sa proposition, mais après dans son application, ce qu'en font les usagers, les entités qui la mettent en œuvre, on voit qu'on peut avoir des dérives fortes qui remettent en question finalement les concepts forts qui étaient premièrement offerts par ces blockchains. Donc voilà, maintenant je vais laisser la parole à Armen, qui va nous traiter le côté philo. Bonjour. On a vu déjà à travers les interventions de mes collègues que la confiance recouvrait des réalités très différentes et des approches très différentes. Et je vais complexifier un petit peu plus le propos, hélas. Parce qu'effectivement, quand on s'intéresse à la confiance, à ce que c'est la confiance du point de vue des sciences humaines et sociales, pour aller vite, on se rend compte qu'effectivement, c'est un concept qui est, comment dirais-je, traité de manière... c'est très difficile de s'y retrouver et de retrouver les contenus, disons, positifs, pour ainsi dire, de la chose. Et en tout cas, la chose dont on se rend compte, que ça recouvre des mécanismes et des réalités très différentes. Alors, comment dirais-je, l'approche qui a été mise en œuvre dans cet ouvrage, un peu l'épine dorsale, pour ainsi dire, de notre approche, consiste à faire cette distinction, en tout cas thématiser cette distinction qu'on doit en réalité à Niklas Luhmann, un grand sociologue du dernier tiers du XXe siècle, qui fait cette distinction entre la confiance assurée dans la traduction française ou confidence dans la traduction anglaise et la confiance décidée ou trust respectivement. Alors je vais expliquer un petit peu en quoi consiste la différence parce que beaucoup de choses vont venir de là. La différence, c'est simplement, c'est une différence d'attitude ou d'état dans lequel je me situe face à un événement. La confiance assurée correspond à une temporalité longue, un aspect système, pour ainsi dire, dans lequel mon action s'inscrit, alors que la confiance décidée correspond à une attitude face à un risque. Justement, on retrouve le vocabulaire de l'économie et des sciences informatiques, à un risque que je suis capable de mesurer. Alors, je vais m'expliquer. Si, par exemple, je dois faire une transaction bancaire ou boursière sur Internet, évidemment, on a envie de dire, je vais être dans une attitude de trust, c'est-à-dire que je vais mesurer les risques, soit de failles technologiques, soit de failles vis-à-vis d'un acteur bancaire, par exemple, et je vais mesurer le risque et les conséquences que ce risque fait subir à mes actions. Très bien. Mais en disant cela, on oublie souvent qu'il y a un autre niveau, une autre face de la confiance qui est tout aussi opérante et qui vient en réalité en amont, qui est une confiance que Niklas Luhmann appelle donc confiance assurée, qui consiste par exemple simplement dans le fait que quand j'allume mon ordinateur, je suis dans un autre type de confiance sur le fonctionnement du système, que ça marche à peu près, que ça va marcher, que je ne vais pas me poser à chaque instant la question est-ce que l'électricité va être coupée? Et on peut développer cette idée-là en disant que, a fortiori, je dois aussi avoir la confiance dans le système monétaire dans son ensemble, qui lui, justement, ne se réduit pas à une prise de risque, parce qu'il s'inscrit, lui, dans une histoire institutionnelle à l'échelle de la société. Et donc, on voit bien cette différence, ce jeu, cette tension, disons, entre deux types de confiance qui sont à l'œuvre, c'est-à-dire que ce n'est pas une alternative, les deux sont à l'œuvre en même temps. Un pôle qui est plutôt du côté de l'acteur individuel, de la prise de risque assumée, mesurée, calculée, et un autre pôle qui est plutôt du côté de l'histoire institutionnelle, du ciment de la société, pour ainsi dire. Et la thèse de Luhmann, à l'époque, était de dire que, justement, pour les raisons que je ne peux pas expliquer maintenant, parce que ça serait trop long, que le curseur se déplace, avec en particulier la révolution industrielle au 19e, le curseur se déplace vers la prévalence du trust sur confidence. Et ma thèse ici, c'est de dire que le numérique accentue ce mouvement-là, accentue cette prévalence du trust.
Alors, je vais prendre rapidement 2 points. Donc, le premier qui est le rôle de la rationalité du calcul de risque, et le deuxième qui est la manière dont le comportement des acteurs est guidé. Alors, pour le premier, c'est relativement simple. On se doute déjà de ce qui va suivre. C'est-à-dire que cette notion de risque avec le numérique elle ressort beaucoup plus sur le devant de la scène, à la fois pour les raisons qui ont été dites, c'est-à-dire de la nouveauté technologique, de l'influence sur les transactions économiques, etc., mais aussi fondamentalement dans le fait que les manières de légitimer les acteurs, c'est-à-dire comment je vais considérer que tel acteur est illégitime pour effectuer telle ou telle transaction. Alors ça peut être un acteur institutionnel, ça peut être un acteur individuel que je autorise ou pas à faire une transaction si je suis l'institution moi-même. Et ben, ces processus de légitimation se trouvent justement bouleversés par le numérique. Et donc, la seule porte de sortie, si j'ose dire, qu'on trouve aujourd'hui, c'est de dire, eh ben, on va faire le calcul de risque, et donc on va déplacer le curseur, on va faire plus confiance au trust que, enfin, vous me pardonnerez le jeu de mots, qu'on ne ferait la confiance à confidence. D'accord ? Et donc, évidemment, ce qui en ressort, c'est que tout se fait sur le mode de calcul. Et donc là où auparavant on pouvait avoir un processus de légitimation sur d'autres modes de délibération, par exemple le débat politique, à tout hasard, aujourd'hui on est plutôt dans la situation où tout est automatisé, calculé, et tout type de confiance se réduit, pour ainsi dire, à cette figure de trust qui, à son extrémité, est une pure rationalité d'un acteur économique. D'accord ? Alors, deuxième aspect, c'est le fait que, justement, comment dans cette affaire, les comportements des utilisateurs sont guidés. Et là, ça devient un petit peu plus nuancé et plus intéressant. Alors, si je suis, par exemple, un utilisateur de santé connectée et que on me dit, bah, vous devez faire, et que je suis un adhérent à un service d'un assureur et que je porte un capteur Fitbit, par exemple, ou similaire, et ben, ce qu'on me dit, pour ainsi dire, c'est que je suis responsable de mon propre bien-être, si ce n'est de ma santé, et que de ce fait, je dois utiliser ce service, potentiellement labellisé parce qu'il utilise de manière responsable les données personnelles. Et donc, c'est à moi de subir les conséquences de toute déviation possible par rapport à l'utilisation de ce service. C'est ce qu'on appelle, pour reprendre les mots de Michel Foucault, la responsabilisation de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on tient l'utilisateur comme responsable de ses propres actes en supposant qu'il fait ses choix en connaissance de cause, ce qui n'est pas toujours le cas. Je vais y revenir. Donc l'accent est mis désormais sur la bonne ou mauvaise décision que je prends par moi-même et dont les conséquences me sont imputables. Alors jusque-là, on dirait tout va bien, pourquoi pas. Sauf qu'il y a des effets justement un petit peu complexes de cette situation qui consistent dans le fait que l'utilisateur est dans la situation dans laquelle il subit une injonction d'utiliser le service. Alors, vous voyez bien que j'explore les côtés un petit peu, comment dirais-je, problématiques de la labellisation. Il y a une espèce d'injonction à utiliser les services qui ont été éventuellement labellisés. Grosso modo, on est en présence d'un mot d'ordre qui consiste à dire « faites ce qu'on considère comme bien pour vous », sans pour autant donner à l'utilisateur un rôle dans la définition de ce qui doit ou pas être labellisé. C'est-à-dire que la labellisation vient toujours des instances extérieures qu'on a auparavant labellisées à l'étape d'avant, si j'ose dire. Donc, il faut bien comprendre le point d'où je parle, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'il ne faut rien labelliser, que le marché va réguler tout ça, je n'y crois pas une seconde, mais simplement, il faut en même temps être attentif à ces aspects un petit peu problématiques de labellisation et plus largement cette situation paradoxale dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où on est dans une conjonction entre l'individualisme croissant, alors je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, ça fait quelques décennies que ce constat a été fait dans les sociétés modernes, et en même temps, la régulation croissante. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans l'individualisme et de plus en plus dans la régulation. Et ça, je trouve ce paradoxe-là est assez intéressant. C'est-à-dire qu'on nous dit en même temps de plus en plus ce qu'il faut faire ou ne pas faire. À partir de là, la confiance, et c'est le constat que je fais, c'est que la confiance change de fonction. Et c'est ça le plus important dans l'affaire, c'est qu'on passe de la fonction de la confiance qui était de l'ordre de ce qui assurait le lien social à la fonction qui est celle de la régulation de comportement. C'est-à-dire qu'on va prescrire les comportements de confiance en prescrivant les services et les produits labellisés. Alors, je vais juste, pour terminer, donner 2 exemples très rapidement.
que je tiens un petit peu pour des cas exemplaires. C'est le cas que j'appelle, ou des facettes plutôt exemplaires de cette situation d'aujourd'hui. Celle que j'appelle Trust by Design. Vous savez, maintenant, tout est by design. On a éthique by design, on a friendship by design. Enfin, tout peut être résorbé dans le design maintenant. Et donc, la confiance, évidemment, aussi. Donc, on considère que, c'est une espèce de rêve comme ça, que tout peut être résolu par le protocole technique, assurer la confiance par le protocole technique. Et de l'autre côté, ce rêve similaire, un petit peu, de confiance distribuée, c'est-à-dire que c'est en faisant un appel au grand nombre, à la foule, comme on dit, au crowdsourcé, on va pouvoir résoudre les processus de la confiance. Alors moi, ce que je dis simplement, c'est qu'on va peut-être effectivement apporter certaines garanties au niveau du trust, de la confiance décédée, mais pour l'instant, ça ne nous dit rien encore de l'autre facette de la confiance, qui est celle du lien social. Dans ces deux cas, je vais très rapidement, l'accent, ça j'en ai déjà parlé, est mis sur le trust et la gestion du risque, c'est-à-dire que tout est considéré sous ce prisme de risque que je dois calculer. Et le plus important, c'est que le processus d'évaluation de ce risque est délégué à des instances extérieures. Et l'individu, l'individu utilisateur, c'est-à-dire moi, vous, on est cantonné dans toujours plus de choix, peut-être, mais des choix qui ont été décidés pour nous, c'est-à-dire des choix qui ont été labellisés par des instances qui sont extérieures et qui sont en dehors de notre portée. Et donc, c'est cette présélection des choix qui est quelque chose de très important. On choisit dans une palette et la palette elle-même, on ne l'a pas choisie. En fait, c'est ça que ça veut dire. Et donc, ça participe évidemment de cette automatisation de la confiance qui me semble-t-il, pose aujourd'hui problème. Et du coup, la question peut-être principale pour moi, en tout cas dans cet ouvrage, c'est de faire, alors je ne dis pas qu'on y répond, mais c'est comment faire en sorte justement que ces processus de légitimation, selon lesquels les acteurs sont légitimés, alors ça peut être une labellisation, une certification, ça peut être simplement une réputation, etc. Donc tout ça, ce sont des manières de légitimer les acteurs. Comment faire en sorte que ces processus de légitimation ne décrochent pas justement des processus sociaux, de la confiance assurée, en se réduisant à un pur calcul rationnel de rentabilité économique, de risque calculé, etc. Quelle est l'implication des utilisateurs dans ces processus? Comment les associer à ce processus? Et sous quelle casquette, si je veux dire, est-ce qu'on doit associer les consommateurs ou les citoyens? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce qu'évidemment, le modèle d'eBay, c'est une bonne chose dans une certaine mesure, mais qui est sur eBay? Ce sont des consommateurs. On n'a jamais de citoyens sur eBay. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être encore exploré. S'il faut redonner donc de la confiance, comme on aime à le dire aujourd'hui, la question, c'est de comprendre quelles sont les conditions pour préserver cet équilibre fragile entre les deux facettes, entre le trust et le confidence. Et me semble-t-il, je termine là-dessus, l'enjeu est de taille parce que, comment dirais-je, si, je vais reprendre ici ce que dit Luhmann déjà il y a quelques décennies maintenant, si le manque de confiance décédée, c'est-à-dire du trust, peut effectivement conduire à un manque d'investissement, à un désengagement des acteurs, comme Patrick le disait tout à l'heure, sur le marché, ce qui est en soi peut-être déplorable, mais le manque de confiance assurée conduit à tout autre type d'effets néfastes qui sont de l'ordre plutôt de sentiments d'aliénation, c'est-à-dire au fait que les utilisateurs vont être, et les citoyens vont être simplement dans une position d'exécuter les choix qui ne sont pas les leurs et donc de se sentir aliénés, ce qui est une chose, je pense, qui est loin d'être souhaitable pour une société quelle qu'elle soit. Alors, donc je vais m'arrêter là-dessus, simplement pour dire en 30 secondes que notre ouvrage, il interroge ces tendances-là. Je refais un petit peu la boucle avant de terminer cette première partie de cet après-midi. Donc, quelle est la place de la régulation par le droit? Quels sont les mécanismes économiques dans cette confiance-là, dans ces échanges qui impliquent de la confiance? Quels sont les mécanismes de notation ou de décentralisation au niveau des procédures techniques? Tout un ensemble de questions qui doit être encore continué à être exploré. Voilà.